présente, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle table ronde en ligne intitulée Zoom sur le tissage artisanal et ses explorations avec Stéphanie Lacoste, donc fondatrice de l'atelier Curiosité Textile. Il s'agit d'une rencontre organisée dans le cadre de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire. Et elle s'inscrit également, cette rencontre, dans un nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Stéphanie Lacoste nous fait donc l'honneur aujourd'hui d'être notre invitée. Juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, artisan, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes vous aussi également invité à prendre la parole, à poser vos questions. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, c'est vrai que Zoom a des avantages, a aussi quelques inconvénients. Ce que je vous propose pour participer, tout simplement, c'est d'utiliser l'onglet Discussion qui se trouve en bas de votre écran, de façon alors, soit me signaler directement votre souhait de prendre la parole, soit directement me poser votre question par écrit. Et dans ces cas-là, je la transmettrai ensuite. Alors, bien sûr, je veillerai à ce qu'on réponde aux questions de chacun au fil de la discussion. Vous avez peut-être remarqué que vos micros d'ailleurs sont pour le moment coupés. Tout simplement, l'idée, c'est de verrouiller l'intervention sur l'écran de Stéphanie Lacoste. Mais au moment où on répond à votre question, par exemple, vous pouvez choisir d'activer votre micro de façon à prendre part à la conversation. Et vous remarquez aussi peut-être que cette rencontre est enregistrée de façon à permettre à ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui de la revisionner plus tard. Et je pense qu'on peut tout de suite commencer. Je vais laisser la parole donc à Stéphanie Lacoste et qui peut peut-être commencer finalement par nous parler tout de suite donc de la matière ou plus particulièrement finalement des différentes matières qu'elle travaille, puisque à partir de différentes matières dont elle va nous parler, finalement elle en recrée une nouvelle matière tissée. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus, Stéphanie. Merci Marie-Alice et bonjour à tous. Merci d'être connectés ce matin pour m'écouter un petit peu parler. Effectivement, je fais du tissage artisanal et ce que j'aime avant tout, c'est créer des nouvelles matières. Bon, comme tous les tisserands, hein, on est habité par la création de la matière. Et après, je m'amuse plus particulièrement à créer ces nouvelles matières avec des matériaux que j'invite, que j'appelle mes matières à tisser. Donc là, je vais vous parler de plusieurs collections, plusieurs recherches, en fait, directions que prennent mon travail, donc dans lesquelles j'insère différents matériaux. Donc, je vais travailler de la paille. Alors, j'ai préparé, juste pour vous montrer, des petits bouts de paille voilà, que je peux recevoir de mon fournisseur. Ensuite, donc, je vais les travailler pour les tisser. Là, c'est un petit échantillon qui montre qu'on peut avoir plusieurs coloris en fait dans la paille. Je vais aussi travailler le bois. Donc, ce que j'aime bien, alors un petit bout que je rapproche. Ce que j'aime bien dans le bois, ça va être tous les veinages de ce bois, toutes les couleurs et les essences qu'il propose. Et je peux travailler dans mes tissages des feuilles de pierre, donc, qui sont préparées par des industriels. Pour le bois, je travaille de concert avec un artisan marketeur. Et pour la paille, eh bien, je travaille de concert avec un agriculteur et c'est moi qui la transforme. Et puis, j'utilise aussi des matériaux comme du métal ou des matières qui jouent particulièrement avec la lumière, des matières réfléchissantes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous mon écran. Je vais vous montrer une partie de mon diaporama qui présente les différents matériaux. Donc là, je fais juste un petit réglage pour partager mon écran. Donc, je me mets sur mon diaporama. Hop, et je partage mon écran. Donc, normalement, là, vous allez voir la première page.
Oui, tout à fait. Non, ça fonctionne. Donc voilà, pour moi, le tissage, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'idée de pouvoir tisser des liens entre des matériaux, c'est ce qui m'anime particulièrement, et aussi entre des hommes. J'aime travailler avec d'autres artisans, aller à la rencontre du monde et des cultures aussi à travers le filtre du tissage. Donc les matériaux que j'emploie sont essentiellement des matériaux naturels. J'ai une prédilection pour les fibres végétales et animales, donc comme le lin, le coton, le chanvre, l'ortie ou l'aramie. Et d'un autre côté, j'aime bien aussi travailler des soies et des mélanges de laine et soie. Ensuite, sur ce diapositive-là, vous voyez que les fils sont écrus parce qu'en fait, je peux utiliser des fils déjà teints, mais j'aime beaucoup aussi les teindre moi-même. Donc là, on a quelques images qui montrent les différentes teintures que je peux opérer sur mes fils. Et là, c'est un zoom sur les matières. C'était de l'ortie que j'ai teinte. Voilà. Ensuite, j'ai classé cette présentation en 3 grandes familles. Ça va être vraiment les matières qui m'animent en ce moment, sachant qu'après, il y a d'autres matières aussi que je peux travailler. Donc, ça va être les matières des champs, des forêts finalement et des carrières. Donc, pour commencer, je travaille beaucoup de paille et de matières de champs variées. Donc, on va avoir aussi bien la paille de seigle que j'affectionne particulièrement pour sa brillance et pour ses capacités à jouer avec la lumière. Donc, elle existe en plein de coloris puisque Jean-Luc Rodot les teint et propose une large gamme. C'est le monsieur avec qui je travaille. Donc là, par exemple, on voit le noir, mais après, on peut avoir plein de teintes. Là, j'avais fait un mélange entre du noir, du gris et un corail. Et puis après, cette paille, je vais la marier soit avec du lin, comme on voit ici, et du coton, ou avec des mélanges, un mélange de laine et soie ici. Puis ce qui est bien aussi, c'est que je peux partir dans des gammes complètement variées et aller vers des teintes beaucoup plus ensoleillées. Et donc voilà, c'est déjà une matière qui, de par sa brillance, m'interpelle, et puis voilà aussi, finalement, une belle gamme qui est proposée. Ensuite, j'aime bien retourner à l'essence même des matériaux. Et donc, cette paille de seigle, j'ai eu envie de la travailler brute. C'est celle que l'on emploie pour faire les toits de chaume ou autre. Donc là, j'ai vraiment pris la paille dans son entièreté. Et j'aime aussi prendre le temps de la préparer, de la dévider, de récupérer tous les petits éléments, toutes les peaux, je veux dire, qu'il y a autour pour en faire d'autres tissages, garder les épis. Et donc, j'aime bien aussi travailler l'aspect brut de la matière et les marier à d'autres matériaux. Ici, on a des rencontres entre de la pierre et cette paille de seigle brute et pour laquelle j'ai délibérément gardé en fait les épis et tous les nœuds et les irrégularités parce que c'est ce qui m'intéressait dans la matière. C'est un panneau qui est recto verso, on le voit en partie derrière là. Et ce qui me plaisait, c'était de travailler avec les différents nœuds et épis et en fait, de les insérer de manière de plus en plus progressive pour générer un motif. Et ensuite, la manière dont je vais pouvoir jouer avec ces épis ou ces nœuds, ça va me permettre de générer des motifs qui se lisent et qui se révèlent avec la lumière. Donc là, on voit l'autre côté du tissage avec le bois et la paille, plus quelques matières réfléchissantes et quelques fils qui jouent avec la lumière. Après, il y a d'autres matières qui m'intéressent, que j'appelle les pailles de mer, des herbes de marais, que aussi j'utilise pour leur aspect en fait naturel et pour toutes les variations de teintes qu'on peut trouver dans la paille. Donc ici, on voit vraiment, ce sont des grands filaments qui sont plus épais à la base et très fins en haut. Et je peux m'amuser à jouer sur des vibrations colorées et des effets de titrage, de grosseur en fait, de matière à tisser. Et ensuite, je peux opérer des rencontres entre cette matière-là et d'autres matières. Comme ici, par exemple, on a un mélange de rotin et de paille de mer sur une chaîne qui est travaillée avec des vibrations colorées. Et là, on a vraiment la vibration de la matière naturelle qui fait son œuvre. Et j'aime beaucoup me laisser guider par les matières. Dans l'atelier, il y a beaucoup de chutes qui sont générées par tous les bouts que je coupe sur les côtés, que je garde et que je réemploie pour créer d'autres types de tissages
avec des motifs par insertion de trames supplémentaires, une technique qui découle des brochets, mais revisitée avec mes matières à tisser. Et là, je vous ai montré cet exemple parce qu'il y a une rencontre entre de la paille de seigle brillante, qui est luxueuse dans son rendu, et que j'ai aimé associer avec un fil de chanvre qui semblerait plus grossier. Et j'aimais bien ces rencontres de matériaux pour la paille. Ensuite, le bois. Donc, c'est une matière que je veux travailler depuis très longtemps, et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Henri Bessac sur un jury dans nos fonctions d'enseignant à l'époque, c'était en 2015. Et on a commencé à échanger ensemble et à se dire que ce serait sympathique de faire des productions tous les deux. Donc, on est parti sur des tissages avec du bois. Donc, au début, je lui ai proposé des maquettes en papier, puis après, on a commencé à travailler ensemble. Donc, je travaille beaucoup le bois avec Pierre-Henri, et on s'est retrouvés sur des sensations, des émotions qui sont liées à des passages colorés qui nous sont communes. Donc, on aime travailler sur des dégradés, et toutes les nuances de bois qui peuvent exister vont me guider dans le tissage. Donc ici, on a un dégradé de bois, et moi, je viens suivre en fait ces couleurs avec mes fils que je teins. Donc là, on voit le bois avant d'être tissé, et à côté, vous avez les différentes navettes avec les fils de trame que j'ai teints en cachou, nuancés plus ou moins au fer. Et ici, c'est pareil, sur cet échantillon, en fait, les fils de trame suivent la couleur du bois, et la chaîne, elle, est unie. Donc, j'aime tisser le bois, je mets en place différentes collections, différentes en fait, narrations auxquelles je réponds à travers ces tissages, donc avec de multiples compositions. Et en fonction du bois, de son épaisseur, je vais proposer différents types de matières. Ensuite, il y a la... Oui. Oui, j'avais alors, donc peut-être que vous pouvez nous parler de la pierre juste avant, mais vous parliez de teinture, et je me demandais du coup, quelles étaient un peu les techniques de teinture naturelle que vous utilisez aussi, mais je vous laisse, je vous laisse continuer. Oui, je vais enchaîner comme ça juste après sur les teintures. D'accord, ça marche. Donc, pour la pierre, c'est pareil. C'est une matière que je travaille, que je prépare avec des artisans pour la faire découper selon des schémas et des schémas que je mets en place pour les préparer. Et elles sont aussi mariées avec d'autres matériaux comme la paille et des fils qui sont teints naturellement. Donc voilà, les couleurs naturelles, je vais pouvoir normalement suivre avec la teinture. Alors, oui, tous les projets ne sont pas teints naturellement, mais quand je peux, je le fais. C'est une technique que j'affectionne particulièrement. C'est pareil, ça découle d'une rencontre avec Sandrine Rosier qui m'a fait tomber dans le bain, qui m'a transmis sa passion et qui m'a fait rencontrer de belles personnes. Et je travaille avec des extraits ou bien avec des plantes séchées qui sont cultivées en France, comme au Champ des Couleurs ou auprès de Tinctilis, qui est une AMAP à laquelle je fais partie maintenant. Donc voilà, pour teindre, je prépare d'abord mes fils. Donc, pour qu'ils reçoivent la teinture, je les mordanse. En fonction des fibres, on va utiliser différents types de mordants. Donc, ça peut être plus ou moins rapide, à chaud, à froid, sur une nuit. Donc, si c'est de la laine, de la soie, du coton ou du lin, voilà, les recettes vont être différentes. Donc, d'abord, il faut immerger les fils dans ce qu'on appelle un mordançage, qui peut être fait avec de la lin ou des feuilles comme du simple cosse. Ensuite, les fibres sont prêtes à recevoir la teinture et à s'en imprégner. Donc là, après, je vais les teindre. Je vais juste trouver... Voilà, là, vous avez les fils qui sont en fait montés avant d'être teints. Et là, on voit juste des fils dans un bain. Donc, c'est une garance extrêmement légère. Donc, après avoir mordancé, je peux teindre de deux manières. Soit je vais... utiliser donc des extraits qui se dissolvent dans l'eau, c'est une technique un petit peu plus rapide. Soit je vais faire des multiples décoctions comme des tisanes avec des plantes qui ont été séchées mais pas transformées en extrait. Donc il y a deux recettes et en fonction des projets, soit je suis sur des plantes séchées avec plusieurs décoctions pour extraire vraiment la couleur de la plante,
Ça, je suis sur de l'extrait qui est préparé en France, mais les plantes peuvent venir du monde entier. Et les plantes séchées maintenant que je récolte, non, je ne les récolte pas, mais que j'utilise, elles sont cultivées en France. Donc là, on a la chêne qui est teinte en dégradé avant d'être installée sur le métier. Donc là, on voit les passages de couleurs. Ici, par exemple, on avait du mirobolan et du campeche et du reseda. Et ensuite, c'est la même chêne qui va être teinte à différents moments. Et donc, on va avoir des nuances comme ça de dégradé. Et après, avec la teinture naturelle, je peux faire aussi de l'icate. Donc, ce sont des motifs par réserve. Il faut ligaturer la chêne avant de la mettre à teindre. Et puis, en fonction du nombre de passages, on peut avoir plusieurs étapes de ligature. Après, j'explore plusieurs choses. Donc, j'ai plusieurs carnets comme ça avec des teintes sur fil, sur tissu et sur matériaux variés. Là, j'avais fait des tests avec du bois. Le tissage, donc là, c'est de l'indigo. Là, c'était du tissage teint post-tissage, donc avec du bois dans du Pernambouc. Je peux peut-être vous montrer, je vais arrêter de partager et je vais vous montrer des petites choses si vous le souhaitez. Est-ce que Oui, c'est bon? Oui, On me c'est voit en plus grand? Alors, donc voilà, là, je vais vous montrer le tissage. Alors, vous allez me dire si je vais le dérouler doucement et c'est le tissage que je vous ai montré en fait en train d'être tissé. avec les nuances de couleurs. Voilà, et là, vous pouvez voir le dégradé en fait sur la chaîne jusqu'au noir. Donc ça, c'était pour de la paille, par exemple. Dans un autre esprit, avec du bois, celui-là, il sera plus visible pour la vidéo. Donc là, on est sur quelque chose de foncé qui va venir s'éclairer. Et il y en a d'autres derrière, celui-là, par exemple. Et pour vous montrer quelques fils. Donc, j'ai des boîtes comme ça. Alors, je vais montrer la boîte avec les fils que je teins. Donc là, on va avoir des gris, des roses, des jaunes. Bon, c'est en fonction après des projets. Hein. De l'indigo. Donc, des fils avec des indigos plus ou moins foncés en fonction des tests que je veux réaliser. Alors, je reçois une question justement sur les teintures. Comment vous choisissez les teintes que vous souhaitez créer? Est-ce que vous travaillez avec un RAL pour obtenir la couleur souhaitée ou est-ce qu'il y a une part d'expérimentation qui matche avec les projets de vos clients? Ouais. C'est une grande part d'expérimentation, c'est-à-dire qu'en fonction des couleurs que je souhaite faire, j'y vais directement. C'est-à-dire qu'à force d'en faire aussi, je pense que les teintes que je souhaite obtenir me viennent à l'esprit. Et donc, j'ai juste à me mettre derrière ma casserole et à me dire, je vais prendre tant de pourcentage d'extrait ou de plantes et je vais faire bien sûr plusieurs tests pour valider après la couleur. Et puis c'est comme ça que ça se fait. En fait, ça se fait très naturellement dans l'atelier. Et puis après, comme j'ai plein de carnets, de classeurs avec... en fait, j'ai des classeurs comme ça, plein, avec mes tests. Et puis à chaque fois, j'ai mes recettes. Je me note dessus combien de temps, combien d'extraits, quel est le rapport de bain, toutes les choses techniques en fait nécessaires pour essayer de retrouver la même couleur. D'accord, très bien. Et peut-être, puisqu'on a du coup maintenant parlé un peu des matières premières, on peut parler de la technique, des gestes que vous utilisez, des outils aussi que vous utilisez pour le tissage. Oui, on peut faire ça. Je vais essayer du coup de repartager l'écran. Voilà. Mince, excusez-moi. Donc, alors, déjà, je peux en même temps que j'essaie de relancer le partage, parler des différents outils. Donc, pour
Pour tisser, on a besoin déjà de métier à tisser, puis après de plusieurs petits outils comme des navettes, des bobinoires, des cantres, des ourdissoirs, voilà, plein d'outils de ce type-là. Et puis après, en fait, c'est assez simple. C'est surtout, en fait, l'investissement, on va dire, c'est surtout le métier à tisser. Et après, moi, dans mon atelier, j'en ai plusieurs. Donc, j'en ai 2 dans une pièce et un petit pour échantillonner. Et j'ai le projet d'en avoir un autre. On le voit là en photo. On voit en photo. Oui. Donc, voilà, là, je vais vous parler des différentes étapes. Donc, là, c'est une photo justement d'une chaîne en cours de montage. Et donc, pour faire simple, hein, d'abord, il faut préparer la chaîne. Donc, on va ourdir, soit de manière indirecte, sur un ourdissage mural comme ça, ou de manière directe. Moi, je peux faire les deux, du coup, dans mon atelier, puisque en fonction des métiers à tisser, je vais m'adapter. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le passage en lisse, le passage dans le peigne, et puis mettre en tension. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, donc là, ce sont 2 projets de tissage sur le grand métier que je vous ai mis en photo, parce que pour être un petit peu plus didactique, je vous ai fait une vidéo ce week-end avec une chaîne d'échantillonnage. Ça, c'est des chaînes que je monte pour proposer des échantillons, des rebraques aux clients. Donc là, c'est le passage de l'ourdissage. Donc, on est vraiment sur un ourdissage indirect que j'ai fait au fil à fil. C'était une chaîne très étroite. Ensuite, on a une natte qu'on vient installer sur le métier à tisser. Donc, on l'enroule sur ce qu'on appelle l'ensouple arrière. Puis, on va faire le passage en lisse. Là, vous pouvez voir des baguettes d'encroix qui permettent de garder les fils dans l'ordre. Et après, on peut les passer dans les lisses ici. Et alors là, se passe quelque chose d'assez magique. Techniquement, il en existe des milliards, des passages en lisse. Et en fonction des projets, on peut s'amuser à faire plein de variations de passages en lisse. Et vraiment, ça ouvre un champ des possibles infini. De plus, après, là, je suis sur un fil de coton certifié, mais fin. Mais après, avec les variations de fil de trame aussi, ça démultiplie les rendus. Donc, on passe ensuite dans un peigne ici pour garder bien les fils répartis de manière uniforme. On peut aussi jouer avec l'empeignage. Et puis après, là, on peut faire des jours, on peut faire plein de choses à ce niveau-là aussi. On peut créer à partir du peigne pas mal de variantes. Et après, on va mettre en tension. Et puis, on va pouvoir tisser. Donc là, au début, j'insère juste 2 petites baguettes pour étaler un peu mes fils avant de commencer à tisser l'échantillon. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais un petit peu de toile. La toile, c'est l'armure de base, la plus simple, avant de commencer à tisser. Et puis, on peut venir jouer et insérer les matières et les fils variés. Là, on a une vue sur l'arrière du métier avec les cadres qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça vous permet de voir la foule, en fait. C'est dans cette ouverture-là, de l'autre côté du peigne, qu'on passe les matières. Et là, c'est une insertion de paille, par exemple, noire, pour un échantillonnage monochrome. Et voilà les différentes étapes, de manière assez condensée du tissage pour vous montrer finalement les étapes à prendre en compte. Sachant qu'après, voilà, là, c'est une petite chaîne. Sur l'autre métier, là, j'ai coupé ma chaîne récemment. Donc, vous voyez un reste de chaîne sur le métier à tisser. Donc, on peut avoir, en fonction des projets, plusieurs largeurs de fils. Et ça a l'air fascinant, à la fois complexe, d'une technicité très pointue et vraiment fascinant. C'est assez apaisant, il faut rester calme parce qu'il ne faut pas se tromper, quoi, hein. Si on se trompe dans un fil, il faut tout recommencer. Mais les tisserands parlent de danse de lourdissage quand on est à cette période-là. La concentration du passage en lisse, techniquement, il y a plein de choses à faire. C'est magique. Voilà. Ce sont des bons moments aussi, ces étapes de préparation de la chaîne. Ça a l'air. Et justement, comment vous en êtes venu à cette technique, à ce rapport à la matière ou finalement à ces différentes matières que vous tissez? Ce qui m'anime le plus quand je tisse, ça va vraiment être de créer de nouvelles matières. Et j'avais envie de me dire, je peux finalement insérer tout ce que je veux dans mes tissages pour essayer d'élargir le champ des possibles et d'explorer pour créer des nouvelles matières, en fait. Pas juste du tissu, mais des nouvelles matières.
Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie d'insérer plein de matériaux variés dans mes tissages. Et après, c'est aussi au fil des rencontres. J'ai toujours été curieuse de tous les salons professionnels et en fait, je mets en place une matériothèque. Et là, je vous montre trois types de matières. Mais en fait, je suis en train de mettre en place une matériothèque pour pouvoir proposer des matières à tisser variées. Voilà, c'est cette volonté de créer des nouveaux matériaux. Et à ce propos, je peux peut-être vous montrer des tissages par rapport à la pierre. Oui, peut-être qu'on peut couper le partage Oui. d'écran et j'en profite en même temps juste avant pour vous poser une question que je reçois. Quelle est la lèse maximale possible avec les différentes pailles? Alors, pour la paille, en fait, soit je la travaille moi-même, donc du coup, ça va être en fonction des saisons, ça peut aller jusqu'à 60 maximum. Mais en fait, sinon, je travaille avec, je peux travailler, et là, je suis en contact avec une marqueteuse de paille. Et c'est en fait nous deux qui préparons la matière à tisser. Donc, il suffit juste après. En fait, je travaille beaucoup en partenariat avec d'autres artisans. Donc, si je prends la paille toute seule, en fonction vraiment des saisons, des pluies, il y a une taille maximum. Si je travaille avec un marketeur, par exemple, comme Pierre-Henri le fait pour le bois, et donc ma collègue le fera pour la paille, ils vont faire des grandes longueurs. Après, c'est le métier à tisser, moi, qui va limiter ma largeur. Donc, je suis sur... alors, je pourrais aller jusqu'à 1,50 m, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est une possibilité. Voilà, voilà. Mais après, bon, voilà, c'est un petit peu... C'est grand, mais c'est possible. Donc, Et oui, oui, mais allez-y, allez-y. j'ai coupé le partage d'écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je voulais revenir sur cette envie de créer des nouvelles matières. Par exemple, avec la pierre, je peux avoir des tissages, du coup, comme ça, qui vont rester rigides avec de l'ardoise. Mais je peux aussi travailler avec des pierres qui sont souples et en fait venir surprendre, parce que j'aime bien essayer de créer du doute et surprendre, avec des matières qui sont en fait souples. Et donc, je suis sur cette idée, on ne sait plus trop ce que c'est, si c'est de la pierre, si c'est des rubans de cuir ou autre. Donc, j'aime bien créer comme ça des nouvelles surfaces. Là, c'est pareil, ça pourrait être en fait, c'est de l'ardoise. Donc, l'idée, c'est, je me suis inspirée avant de le tisser des toitures. Après, souvent, le matériau aussi m'inspire, une histoire. Et là, après, j'ai eu envie, je me suis dit que finalement, ce qui pouvait être intéressant, c'était son côté souple. Et ça permet de surprendre. Et là, on est vraiment sur des créations. Ce qui me plaît, c'est d'avoir l'impression de créer des nouvelles matières qui questionnent un petit peu. C'est étonnant, surprenant et très beau en même temps. C'est gentil. Je suis pas la seule à le dire, je le reçois aussi en commentaire. Ça me touche. Je vais peut-être un autre exemple ici avec la paille. Donc, on peut avoir des choses comme ça, avec des rencontres entre de la paille et du métal. Et alors, je ne sais pas si on voit comment ça peut vraiment jouer avec la lumière, être translucide. Ouais. Voilà. Ah oui, j'avais aussi un autre... alors, dans un autre esprit, pour la feuille de pierre, on peut comme ça aller vers des effets de volume. Donc voilà, j'essaie de m'amuser. Hein. C'est du plaisir et en même temps, c'est un métier, donc j'ai beaucoup de chance. Et justement, en fait, peut-être qu'on peut revenir quelques minutes sur votre parcours, comment vous en êtes arrivé là plus précisément, votre formation peut-être? Oui, alors j'ai fait, je suis rentrée à l'école Boulle à l'âge de 15 ans. Je voulais faire une formation métier d'art en bois, mais mes parents voulaient que je passe un bac. Donc j'ai fait le bac art appliqué à l'école Boulle, ce qui était très bien parce que finalement ça m'a fait découvrir le tissage, le textile, la création textile. Et puis au lieu de faire un DMA ébénisterie, j'ai fait un DMA tissage parce que je me suis rendu compte que finalement, ce que j'aimais plus, c'était créer de la matière.
Donc j'ai fait d'abord un bac F12 à l'époque à l'école Boulle, puis j'ai fait DMA textile à Duperré. Après avoir vu le textile, j'ai eu envie de m'intéresser aux vêtements. Donc j'ai fait un BTS stylisme de mode toujours à Duperré. Et j'ai fini par un diplôme supérieur d'art appliqué dans la même école en mode et environnement. Et là, je me suis questionnée plus particulièrement sur la lumière et son impact sur les émotions qu'elle pouvait générer par le regard, en travaillant en fait après des textiles qui généraient du doute et des projections sur le corps, mais aussi sur l'environnement, donc avec des détentures et même des objets. Donc l'idée, c'était de créer une sorte de zone sensible propice à des émotions qui passent par le regard. Et c'est quelque chose qui reste toujours. C'est-à-dire que la lumière, finalement, avec le recul, a traversé mon parcours depuis le début, la lumière et la couleur, et le goût des matières. Donc finalement, là, j'arrive à marier tout ce que j'aime dans mes tissages. Et c'est vraiment le tissage, pour moi, c'est une manière de créer des liens entre tout ce qui peut m'habiter. Je reçois une question en même temps sur ce que vous avez montré juste avant au sujet du tissage de la feuille de pierre Oui. et son usage. Alors, on me demande si ça peut servir pour des stores, est-ce qu'il y a d'autres applications finalement. Ça rejoint un peu ma question suivante aussi sur la façon dont vos tissages peuvent habiller les espaces, peuvent habiller l'architecture et donc servir des projets. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision aussi à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Donc, après, les feuilles de pierre, donc, elles peuvent répondre à de multiples usages. Elles peuvent être traitées aussi en fonction des usages pour rentrer dans différents types de lieux. Après, donc ça, c'était pour la question. Donc, voilà, on peut en faire plein de choses, aussi bien des stores que des parois, que des choses qui pourraient aller dans des lieux humides même. Pour la feuille de pierre, il suffit juste d'appliquer les bons vernis. Tout ça, c'est prévu par son fabricant. Il y a les fabricants. Et donc là, je vais vous partager l'écran pour vous montrer des idées d'application éventuellement. Donc, j'espère que je suis sur le bon slide. Non, donc excusez-moi. Je vais avancer un petit peu, hein, comme ça. Bon, là, c'était juste quelques visuels sur mes sources d'inspiration, sur la lumière. Là, vous voyez tous les passages. Finalement, ça, par exemple, ça peut devenir des teintures murales. On voit tous les passages de couleurs que j'aime opérer. Donc, on a des variations d'armure et aussi des insertions de matière par endroits métallisés. Et puis aussi des narrations en fonction de lieux et d'usage. Par exemple, les tissages peuvent s'installer. Quand je les fais, je peux aussi penser à des types de lieux dans lesquels ils pourraient vivre. Donc, je me raconte une histoire par rapport à des chalets en Suisse, dans le Valais, par exemple, à ces bois sombres et au paysage. Et puis après, je décline des collections et ces différents types de tissage peuvent venir recouvrir des murs. On y arrive. Voilà. Par exemple, devenir soit des revêtements muraux, soit des parois, soit des cloisons. On peut les insérer dans des paravents. Donc, en fait, on peut en faire plein de choses. Et on peut les utiliser de manière rigide, c'est-à-dire à plat, comme un lait de papier peint. Mais on peut aussi jouer avec leur souplesse. Puisque là, vous voyez, les tissages étant rigides de par l'insertion des matières, là, il y a du bois, il y a de la paille, il y a de la pierre. On peut vraiment après créer des choses qui se tiennent aussi, qui tiennent dans des rails par exemple et qui ondulent. Donc là, ça peut devenir un revêtement mural à plat. Donc c'était des exemples avec des essais de mise en situation dans l'espace. Et puis des zooms sur les matières et les différents effets que ça peut donner. Ensuite, en fait, comme ces matières peuvent aussi bien être intéressantes de manière opaque que translucide, ça peut vraiment être utile pour des stores et ça peut jouer avec la lumière de différentes manières dans la journée. Donc aussi bien tout ce qui peut jouer avec la lumière finalement, des stores, des luminaires,
Donc là, on voit les tissages. Là, j'avais mis la main derrière pour montrer un petit peu le degré de transparence qu'on peut obtenir, ou même des sources lumineuses à l'intérieur, avec une petite mise en situation. Et là, on voit le tissage qui est traversé par la lumière. Et si vous voulez, je vous le montrerai après en vrai. Et vous verrez la différence avec les jeux de reflets quand ce n'est pas traversé par la lumière et quand ça l'est. Donc là, c'était des luminaires. Et puis après, ça peut aussi devenir des parties de mobilier. Donc, avec des designers, ça peut être voilà, mis en forme et intégrer différentes parties de mobilier jusqu'à l'objet décoratif, sculptural. Donc, voilà pour... je vais arrêter le diaporama. Pour des exemples d'applications. Ça nous donne une bonne idée de la façon effectivement d'utiliser vos tissages. Comment vous travaillez plus particulièrement avec les architectes ou les designers? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous passent une commande précise? J'imagine qu'il y a forcément un peu de dialogue aussi. Est-ce qu'ils vous laissent plutôt libre? Comment ça se passe aussi? Alors, ça peut se passer de plusieurs manières, effectivement. Donc, ça peut être soit je me rends sur place, je montre les échantillons. Donc, après, j'ai des caisses d'échantillons de cet ordre-là. Chaque rubrique, c'est une référence différente. Et puis, je ramène aussi mes matières comme ça. Donc là, premier contact, ça va être vraiment de montrer les matériaux. Et puis, les architectes, ils peuvent trouver dans tout ça. Donc, on va avoir plein de boîtes avec des histoires de tissage que je vais pouvoir présenter. Ils vont peut-être trouver une référence qui leur plaît directement dedans. Et donc après, c'est vraiment un projet sur mesure en fonction des dimensions du projet, du coût de la matière. Si ça correspond bien, on peut directement le faire. Après, je peux apporter des remédiations, c'est-à-dire proposer peut-être que ce tissage-là, éventuellement, va intéresser quelqu'un, mais pas avec cette couleur de pierre-là. Donc après, l'architecte, je peux lui proposer cette combinaison-là avec d'autres couleurs, d'autres fils. Donc là, en fait, on commence à avoir un dialogue sur une évolution de l'échantillon, donc avec d'autres choix de matériaux, de couleurs. Et après, je peux aussi arriver un petit peu plus en amont, c'est-à-dire on peut me dire j'ai envie de travailler tel matériau. Voilà, et puis j'ai OK, pour ce matériau-là, je peux le transformer de telle et telle manière en fonction de l'univers du projet, en fait, de son ambiance, faire des propositions avec des ambiances, avec plusieurs tissages qui pourraient éventuellement répondre à l'ambiance du projet. Il faut que j'essaye de comprendre là, du coup, vraiment l'esprit du lieu, l'esprit que l'architecte veut donner au lieu pour lui proposer des matières. Et puis, sinon, c'est vraiment recherche et développement sur une matière. C'est-à-dire qu'on peut venir me voir en disant, je veux travailler telle matière, je voudrais la tisser. Et après, moi, je me débrouille pour la transformer en matière à tisser et la tisser. Je ne sais pas si c'est assez complet. Ça me paraît très clair. Peut-être que justement, vous parliez aussi d'inspiration selon les ambiances. On a encore que juste quelques minutes et on peut peut-être aussi donc terminer dessus sur vos sources d'inspiration. Et il me semble que les bois, alors vous parlez de la lumière, il me semble que les teintes du bois aussi vous inspirent. Voilà, on peut peut-être dire encore quelques mots à ce sujet. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre du flou, des transitions et des zones sensibles qu'on va retrouver dans le travail. Et je vais regarder la matière même. Et à l'intérieur des matières, il y a souvent en fait des paysages, des vibrations, des transitions colorées qui vont m'inspirer des mises en forme, des types d'armures. Et souvent, la matière va faire naître chez moi une histoire. Comme je vous expliquais pour l'ardoise, le fait de travailler des feuilles d'ardoise, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est que cette matière? Donc, je suis allée voir les carrières, je suis allée voir les architectures, toutes les toitures, et je m'inspire en fait aussi bien du bâti que de la manière dont on va récolter la matière pour créer un univers et des ambiances. Et c'est pareil pour les pailles. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur des horizons, des pailles des champs, et que j'ai marié avec les horizons de la mer pour faire des fusions entre pailles de mer, pailles des champs. Donc, la matière va aussi me guider en fait dans mon travail. Donc, et parfois, après, ça peut être juste une inspiration parce que j'ai vu dans une exposition
à Londres une superbe armure de samouraï. Juste, en fait, je suis un peu déformée. Mon regard voit du tissage partout. Et là, tout d'un coup, je vais rentrer et je vais tisser des bandes de bois, des pailles bleues et des cordes de cuir noir. Parce qu'en fait, ça me fait penser aux armures et donc de samouraï. Et puis, je vais partir sur toute une collection, je ne suis pas sûre que ça soit visible, autour de cette armure. Donc, ça peut être aussi des émotions esthétiques dans un lieu, devant une œuvre ou même devant des épluchures d'artichauts, puisque finalement, il y a plein de vibrations colorées qui peuvent aussi m'inspirer. Donc, j'ai tout un répertoire de photographies, en fait, dans lesquelles je viens piocher en fonction des histoires que je veux raconter à travers les tissages. Bah, c'est très inspirant. Peut-être pour conclure justement, parce que vous nous donnez quand même envie de voir ces tissages en vrai, il me semble une possibilité de vous rencontrer à votre atelier en région parisienne, c'est cela? Oui, oui, donc sur rendez-vous, vous pouvez venir me voir. Donc, je vous reçois dans mon atelier et je peux aussi me déplacer et venir avec ma petite valise d'échantillons pour vous donner envie peut-être après de venir me voir à l'atelier pour voir les différentes matières et tout ce qui est possible de poursuivre, voilà, tous les dialogues qu'on peut engager ensemble. Mais c'est super. Je vous remercie beaucoup. Je reçois aussi des compliments d'invités qui vous disent que c'est magnifique, qu'ils adhèrent complètement à votre savoir-faire, à votre art. Donc, bravo. Merci beaucoup de votre participation. Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui sur le tissage. J'espère que cette rencontre vous a plu à tous. Merci aussi beaucoup pour vos questions qui ont enrichi cette discussion. N'hésitez pas à nous contacter pour de futurs projets, de futurs partenariats. On est bien sûr là pour vous accompagner. Et je profite aussi de ce moment pour vous rappeler, alors, nos prochaines tables rondes auront lieu en mars. On s'intéressera tout début mars, le 2 mars au bambou. Puis le 18 mars à matière d'exception avec assez matière. Et enfin, fin mars, le 23 mars, ça sera une rencontre autour du verre ornemental. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup.